The first speaker here is Professor Dolisan Ebose, full professor at the University of Yaoundé 1. And then we will give the floor to Professor Anton Makani, Professor University Yaoundé 1. Then we'll have online Professor Mark Aronoff from Sunnybrook University, and then Professor Laurie Repeti. And I will like to insist that every speaker is allowed 5 minutes. I hope it will be possible. Give me the floor. The only thing is that since it's very late, I will really put it 5 minutes in frame. Yeah. Why? Because at the end of the day, the brain is broken, and then I don't want to search for words. So let me put it in the very fast way frame, because time is rushing. Bon, alors, c'est difficile de faire des expériences. Parce que nous, on a une technique qui consiste à créer une cohérence et une rupture épistémologique. Ce qui fait que lorsqu'on te dit de faire une expérience, ça veut dire que vous devez ramasser très rapidement des bouts où le chercheur est très très mal à l'aise dans un tel exercice. Mais je vais quand même essayer par rapport à ce qui m'a été imposé, à savoir la recherche en littérature africaine et la collecte des données. Et vous m'aviez, le thème c'est les langues africaines, la littérature et les réseaux sociaux. Alors lorsque je vois cette trilogie, à savoir langue africaine, littérature et réseaux sociaux, il s'agit d'abord d'une approche définitionnelle. Alors je vais mettre ça de côté, c'est les mauvaises habitudes du chercheur. Donc je vais plutôt aller à la connexion des trois éléments, à savoir qu'est-ce que les réseaux sociaux, c'est-à-dire les nouvelles technologies de l'information et de la communication, ont apporté dans la visibilité de la littérature et des langues africaines. Parce qu'il y a un travail en amont qui a été évoqué certainement avant moi, que certainement le secrétaire exécutif du CERDOTOLA a dû évoquer. Je n'étais pas là, mais je connais à peu près le protocole. Les langues étaient considérées comme des langues barbares et auxiliaires. Donc ça veut dire que l'apprentissage et la connaissance de ces langues était une forme de transgression. Je prends la première transgression qui était celle du savant Cheikh Anta Diop qui a commencé à mettre les mathématiques en Wolof. Donc c'était une capacité justement d'outrepasser, n'est-ce pas, le système conventionnel. Alors si les nouvelles technologies sont arrivées, comment la littérature a pu se saisir? Comment la littérature a pu se saisir de cette opportunité? La littérature africaine a pu se saisir de cette opportunité. Les littératures qui étaient considérées comme des appendices, qui étaient considérées comme des ethnolittératures, je parle sous le contrôle de Pascal Bekolo, qui ont eu à écrire des tas de romans, mais qui n'étaient pas connus. Nous qui avons fait des thèses en Europe, pratiquement pas, presque un blocus par rapport à tout ce qui était effectué en Afrique. Donc, pour ma part, la première démarche ici, c'est celle de la recherche, puisque c'est sur ce terrain que je dois être axé, à savoir les publications des mémoires et des thèses. Comment l'étudiant a exploité ces outils, ces nouveaux outils, pour ne pas dire tools, weapons, pour pouvoir travailler, justement faire de la recherche. Donc les réseaux sociaux sont devenus donc une vitrine par rapport à la recherche. Une vitrine parce que lorsque vous tapez tout simplement littérature africaine, vous allez vous rendre compte qu'il y a une série d'ouvrages et des outils, des travaux critiques qui permettent à l'enseignant ou alors aux jeunes chercheurs de pouvoir avoir de la matière pour pouvoir rédiger des bons mémoires. Si je prends un exemple par rapport à nous qui avons fait
des recherches au moment où il n'y avait pas ces outils-là, il fallait aller à la bibliothèque, s'asseoir, prendre des cartons et il te fallait peut-être 2 à 3 ans pour terminer une bibliographie de recherche. Je le dis parce que j'ai fait et le mémoire et la thèse dans 2 disciplines différentes, c'est-à-dire en sciences politiques et en littérature. Donc c'était des démarches différentes. Or, ces outils-ci permettent d'avoir une banque de données qui permet justement d'aller très rapidement et de faire connaître la littérature africaine. Pour ce qui est des langues africaines, j'ai eu la chance extraordinaire d'avoir lu pas mal de romans et des travaux en langue africaine. Moi, je suis Douala, donc il y a les ouvrages des classiques, des interprètes allemands, où les Douala étaient très, très avancés par rapport à cela. Évidemment, c'était sous le contrôle de l'église protestante et de beaucoup de missionnaires qui ont permis justement de transcrire en langue africaine. Mais est-ce que la transcription en langue africaine par rapport à la Bible de manière utilitariste et fonctionnaliste a un rapport avec la dimension scientifique? Là, je vais poser la question à ceux qui travaillent véritablement sans idéologie de vouloir évangéliser des gens. Est-ce que c'est sur la même démarche? Or, il s'avère que dans mon département, dans le département que je dirige, littérature et civilisations africaines, il y a des étudiants qui travaillent sur le patrimoine oral africain. Il faut savoir que ce département est divisé en 2. Il y a pratiquement une bonne partie qui est en linguistique africaine. C'est-à-dire on est obligé, par exemple, quand on travaille sur le Tcho, d'aller chercher les définitions et la transcription des questions du Tcho en linguistique africaine pour revenir en littérature et civilisations africaines et travailler. Donc ce mouvement de va-et-vient fait en sorte que nos étudiants ont 2 difficultés. D'abord la difficulté pour la transcription phonétique et deuxième difficulté pour la rédaction. Parce que pour la plupart de ces étudiants-là, ils ne connaissent pas ces langues pour lesquelles ils travaillent. Donc ce que je peux dire ici en conclusion, puisque je me suis fait vraiment violence, c'est que l'apprentissage de ces langues africaines est la base pour nous autres qui travaillons en civilisation. Donc un étudiant, puisque c'est de ça qu'il s'agit, c'est le travail que je fais, un étudiant qui vient chez nous, il faut que le travail soit fait à la base de la connaissance, de la compréhension scientifique. Parce que nous devons faire la différence entre le fait de parler la langue couramment au quartier et la langue, maintenant, lorsque vous parlez de la thèse et du mémoire. Donc c'est là où ça devient un peu compliqué. Je vous remercie. Okay. Thank you for having me here. My name is Gordon Kodner. I am a faculty member at Stony Brook University. I'm a computational linguist. And so I will be talking about what's most important from my perspective when working with a language. I do 2 types of work. I study the scientific question of how children acquire their native languages as children. There are a lot of computational questions to ask here. And I also work on NLP, natural language processing, a type of AI. And I have an interest in what people in this field call low-resource languages. A low-resource language is simply a language for which there is nowhere near as much data available as there is for a language like English and French. We need to use different tools and strategies to succeed at so-called low-resource languages than we do on so-called high-resource languages. Now, what connects these 2 is that we need data. This is something that some people have mentioned earlier. All this work requires text corpora, collections of text in the language of interest, whatever language that may be. This is the fundamental issue. So, for example, if I'm studying child language acquisition, I want corpora of child-directed speech. I want to get a sense of what the input to children looks like in some community. Perhaps unsurprisingly, most of these corpora exist for English, and mostly for North American English. Those that are not in English are mostly in other European languages. And there's a handful of corpora available from around the world. If we look at Africa, the only corpus that I'm aware of is for Sesotho, which is spoken in South Africa, which is
very far away, the language is very different from anything spoken in West Africa. Similarly, I know of one very well-cited dissertation. I like this one a lot. I cite it often. For Swahili, again, very far away, very different kind of language. This is really the best the field has managed. The problem is, Sesotho and Swahili count as low-resource languages within linguistics, but these are national official languages with quite a bit of literature that already exists, that's already published, that's already available online. But really, they're high resource compared to nearly every other language of Africa. They're really unusual, right, for the amount of data that exists for them. I'm not aware of any child-directed speech corpora for any language in West Africa. If there is, I haven't come across it. And so this is unfortunate, very much so, from someone who's interested in understanding how language works in the mind of the individual, because all languages provide unique insights. And we're missing this whole part of the world. These languages would surely provide us new knowledge. Within NLP and AI, low-resource languages trail behind modern AI development. So if you look at a large language model for English, for example, these are trained on billions or even trillions of words of text. Trillions is a huge amount. You in your lifetime will not hear even a 10,000th of this. This is like a whole city's worth of text. So languages with less digitally published text require different approaches. And this is why the field of low-resource NLP exists. This is an area I work in. There are people out there trying to make AI work for low-resource languages. There are workshops on low-resource languages in general, on African languages in general, on indigenous languages of the Americas and other parts of the world. But these still focus on, compared to the languages that we're talking about today, really high-resource languages. So for example, I worked on projects that involve tools for Akan spoken in Ghana, or Kinyarwanda spoken in Rwanda. I've worked on Shona, language of Zimbabwe, and so on. These are also, though, national official languages. So the solution from my perspective, or for someone else working in computational linguistics, is that data is the limiting factor. Without data, we just cannot do much else. It's just simply not possible to build these sorts of tools for languages without a digital footprint. And so if we look at Kinyarwanda, for example, if you talk to NLP researchers who don't work on low-resource languages from around the world, a lot of them have heard of Kinyarwanda and can't name another African language. This is quite interesting. Why is this? It's because the government of Rwanda has put a lot of resources into developing tools and providing data sets in this specific language. So now Kinyarwanda is overrepresented among African languages. This is very impressive. They even now have a national AI policy. So when it comes down to it, if we want languages of Cameroon to succeed in the AI space, the thing that we need, and this is very much in the theme of what I've heard today, is written text, whatever that may be. Many genres, books, websites, news, even corpora and collections of SMS, with some consistent orthography, and then make them available online. I can't use a physical book to train a model. It would need to be converted digitally somehow. Now, there's a limit here, though. So from the purposes of AI, it doesn't actually matter much what the orthography is. In the days of modern encoding and Unicode, the computer will learn anything. That's fine. So that decision has to be based on the kind of discussions I've been hearing today. The type of orthography that people use will be determined by what people need and what people will actually use, rather than what's convenient for AI. And I think I was very efficient in this presentation. And so this is the point. Coming as an outsider who works with data, data is everything. And so I'm very pleased with how the discussion has been going today. Thank you very much. Thank you very much, Jordan. I think you can unmute if you haven't already. Yes, indeed. I would say thank you very much, Jordan. I think we understand the challenges we are facing, and somebody asked if your presentation is going to be
shared. I said we are recording everything anyway, so everything will have access to that. So, Professor Makosso, c'est à vous maintenant. Ok. Je vais continuer avec le professeur Antoine Makani. Racine ne disait-il pas que les exemples vivants étaient d'un autre pouvoir et qu'un prince dans un livre apprenait mal ses devoirs. Aussi vais-je commencer par chanter quelque chose que je chante souvent avec les étudiants dans le cadre de mon cours de poésie orale. Asonda maniobe bugana Bugana nega boma nyobe kembe asonda nega yembe. Ô soldats de fils de Nyobe, en avant, vous rencontrerez dans le vent, ô soldats, vous vaincrez. Quand je commence par là dans une classe de 40 ou 50 étudiants, que ce soit à Yaoundé 1 ou à Bertois, mes étudiants écarquillent les yeux. Ils ne se retrouvent pas. Je leur propose un corpus en bassa, écrit dans l'alphabet latin, comme vous le disiez, mais ils ne comprennent absolument rien parce que je suis en présence d'une fourchette de 40 étudiants, donc au moins 30 ne comprennent rien de la langue bassa. Je suis obligé de traduire. Et je peux leur demander par la suite de me déclamer chacun un texte poétique en sa langue. Quand ils arrivent à le faire, ils le font. Et quand il faut qu'ils l'écrivent, ils l'écrivent dans l'alphabet général des langues camerounaises. La deuxième expérience, c'est celle que je connais avec les étudiants de 4e année, à qui je dispense un cours sur esthétique et création littéraire orale. Alors, ils sont intéressés parce que chacun voudrait s'entendre appeler futur écrivain. C'est ce qui les motive. Mais cette fois-là aussi, ils ont la difficulté, non seulement d'écrire dans leur langue, parce que à Bertois, par exemple, vous pouvez vous retrouver dans une salle de classe où les étudiants ont des cursus très variés. Quelqu'un a une licence en histoire, on l'a plutôt en LCC. Quelqu'un a une licence en géographie, il est là. Quelqu'un d'autre a une licence en espagnol, ils sont là. Donc la première difficulté, c'est qu'il faut d'abord qu'ils commencent à apprendre leur langue. Sans quoi ils ne pourront jamais écrire. Vous avez des cas intéressants où, singulièrement, vous pouvez avoir 2 ou 3 étudiants qui vous proposent des textes sur des thématiques actuelles. J'ai eu des étudiants qui m'ont proposé des textes sur des kidnappings des élèves qui sortent d'école, sur la pollution, l'utilisation abusive des bouteilles en plastique. Nous nous sommes entendus pour que l'année prochaine, tous ces textes-là soient rassemblés pour que nous en fassions un ouvrage. Et là, je leur ai dit que ça sera fait dans l'alphabet romain. Pour l'expérience que j'ai vécue, je ne voudrais pas être plus long que ça. Merci. I'm also a linguist at Stony Brook University, where Patrice is also a faculty member. And I work on endangered languages. So you might think, based on all of the languages that you've been discussing today, that this is not really an issue for Cameroon. Cameroon is one of the most linguistically diverse countries in the world. I have learned that you have somewhat of upward of 300 languages, including local languages, regional languages, colonial languages, and some of these languages, like Fulfulde and Njumba, might have large numbers of speakers, but many of them don't. Many of the languages have hundreds or maybe even dozens or fewer speakers. And my message today is that while the linguistic diversity of Cameroon is a gift, it is truly a wonder, it's one that can't be taken for granted. So language endangerment means that the survival of a language from one generation to the next is not ensured, it's not guaranteed. And while one might think of this shift from being a robust language to being endangered could be gradual, it is not always the case. Sometimes that shift can be quite abrupt.
The root cause of language endangerment and extinction is always the same. It's lack of transmission. Parents stop speaking their ancestral languages to their children, or the language is no longer used in the community at large, and the chain of transmission is broken, so that a new generation of speakers might not develop. We just might not have those, that next generation, and it is almost impossible to recover from that type of a break in transmission. So why might there be an interruption in transmission? Well, it might be because of community displacement. The community where the language was spoken is broken apart when people leave because of war or economic opportunities for many, many reasons. There's no longer the community that has that language as a means of communication. Maybe it's because of genocide. The speakers are just all killed. Or maybe it is because of negative attitudes towards ancestral languages. There are many reasons that the transmission can be interrupted. I think we have 2 speakers left for academics. So, Patrice, if you don't mind, we'll take them. Then we'll open the debate at once. Okay? Is that okay with you? Yes. Ok. Maintenant, le professeur Alexis Bilibi. Mon propos est que nous devons prendre en compte les leçons de l'histoire et faire le pari sur les technologies. Que nous apprend l'histoire? L'histoire nous apprend que si nous questionnons par exemple la culturation scripturale, c'est-à-dire comment des sociétés d'expression orale ont-elles pu s'acculturer à l'écrit? Eh bien, l'histoire nous apprend que c'est lorsque l'écrit a déjà investi le contexte social dans une communauté, que cette communauté peut justement s'approprier l'écrit. Ce n'est pas parce qu'on enseigne l'écrit que la communauté va parler, mais c'est parce que l'écrit s'installe déjà dans la communauté. Et de même, lorsque les protestants de Suède ont voulu acculturer les Suédois à l'écriture, eh bien, il a d'abord fallu faire circuler l'écrit dans la société, parce que si vous apprenez l'écrit sans consommer l'écrit, vous rechutez dans l'illettrisme. Cela a été aussi le cas chez les Jacobins qui ont réalisé la Révolution française. Quand ils ont voulu apprendre l'écrit aux Français, eh bien, ils ont réalisé que l'école à elle seule n'est pas alphabétisante, mais que c'est le degré de circulation et de consommation des produits culturels véhiculés par l'écrit qui est essentiel pour qu'une communauté passe de l'oralité à la scripturalité. Et nous avons un autre exemple, c'est celui d'Israël. Lorsqu'Israël est devenu indépendant en 1948, le problème s'est posé pour ce pays de savoir quelle langue il va parler. Eh bien, Israël ne voulait pas parler la langue du colon anglais, et Israël a réveillé l'hébreu qui était mort depuis 2000 ans. Mais pourquoi est-ce que le linguiste Eliezer Ben Yehuda a pu réveiller une langue qui était portée disparue depuis 2000 ans? Et c'est parce qu'il existait un corpus de textes hébreux. Eh bien, parce que les textes hébreux existaient, on pouvait donc réveiller la langue. Donc, l'apprentissage des langues ou la conservation des langues passe donc par la mise en place de corpus écrits. Sinon, on ne peut pas réveiller une langue morte. De même, on ne peut pas faire passer une communauté de culture orale à la scripturalité. Donc, je voudrais donc dire que cela nous apprend que nous devons tenir compte des leçons de l'histoire. Si nous voulons que l'IA nous aide à faire avancer nos langues, eh bien nous devons nous-mêmes déjà mettre sur place des corpus de textes sur le net. Et l'autre chose que je voudrais dire, c'est que
nous devons parier sur les technologies, parce que les technologies sont accélératrices de modernité. Nous le savons par exemple avec l'imprimerie. L'imprimerie a été un accélérateur de la modernité et nous le voyons maintenant. Nous sommes au Cameroun, à Yaoundé, et nous travaillons avec une université qui se trouve à l'autre bout du monde, aux États-Unis. Et alors, avant d'aller plus loin, nous avons quand même intérêt à faire l'état des lieux de nos langues, des langues africaines. Eh bien, cet état des lieux montre que nos langues sont en danger. Nos langues, nous venons de suivre l'exposé de notre collègue aux États-Unis, elles montrent que les langues sont en danger et les langues africaines sont très en danger. Leur survie est remise en question par les phénomènes tels que la diglossie, c'est-à-dire la guerre des langues, les grandes langues mènent la guerre aux plus petites langues. Et cette guerre, c'est ce que notre collègue a signalé, savoir que nous ne transmettons pas à la jeune génération notre langue. Et nous avons le problème de la non-standardisation des langues. Et ce séminaire montre jusqu'où nous sommes engagés dans la non-standardisation des langues. Au lieu de les standardiser pour que nous puissions donc publier et faire lire le plus grand nombre possible dans ces langues, eh bien nous les disséquons, nous assistons à la scissiparité des langues. C'est-à-dire que le béti qui devait donc être enseigné comme le béti donne lieu à de nombreuses langues. Par exemple, les simples dialectes du béti comme les Wondo, comme les Ton, comme le Yebokola deviennent des langues à part et on les enseigne à part. Et de ce point de vue, il n'y a plus possibilité de standardisation. L'avenir de nos langues, c'est la standardisation et non la scissiparité à laquelle on a assisté tout au long de ce séminaire. Donc la tendance anarchique à la multiplication des langues. Le microphone s'est coupé là, je crois. Donc, je dirais, ok, c'est bien. Donc, le problème que nous avons pour nos langues, c'est qu'il faut éviter la multiplication anarchique de ces langues en transformant de simples dialectes d'une même langue en langue autonome. Et naturellement, l'autre problème, c'est le système d'écriture. Et j'ai été très heureux de suivre tout à l'heure un opérateur économique qui montrait que tant qu'il y a cette scissiparité, tant qu'il y a cette dialectalisation de nos langues, eh bien on ne peut pas faire fonctionner l'économie parce que toute publication qu'un imprimeur va faire ne sera lue que par une petite poignée et l'économie ne peut pas fonctionner dans une telle ambiance. Alors, quelles sont les perspectives que nous offre l'IA? Eh bien, l'IA ne fonctionne pas ex nihilo. L'IA ne fonctionne que ne peut générer des solutions pour nos langues que si nous-mêmes nous apportons des corpus de textes écrits et oraux abondants et que nous mettions ces corpus de textes en ligne. Eh bien, ces corpus de textes constitueront la matière première à partir de laquelle l'IA va prendre en charge le développement de nos langues. Et la question que pose ce panel, c'est qu'est-ce que nous faisons pour que l'IA puisse voler au secours de nos langues en danger de mort, comme nous l'avons entendu? Eh bien, dans le cadre de l'ENS de Yaoundé, par exemple, nous avons, depuis une vingtaine d'années, ouvert un séminaire. Et ce séminaire consiste en l'établissement d'épopées. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons déjà établi 10 épopées intégrales et nous avons établi ces épopées intégrales selon l'alphabet général des langues camerounaises et ce travail se poursuit. Donc, je voudrais, au moment où je vais redonner la parole à Emmanuel Makasso, dire que vraiment l'ennemi de nos langues, l'ennemi de l'écriture de nos langues, c'est la scissiparité. Et arrêtons de trop diviser et allons vers les masses qui peuvent permettre que l'économie fonctionne. Et pour conclure donc, qu'est-ce que l'IA peut nous apporter? Elle peut
permettre l'écriture automatique de nos langues, je vais dire la traduction automatique de nos langues. Elle peut permettre que nos langues qui sont en voie d'exclusion du monde retrouvent le monde. L'IA peut permettre donc l'inclusion numérique de nos langues. Et elle peut générer de nombreuses solutions. La dame opérateur économique le disait tout à l'heure, nos langues peuvent générer de nombreuses solutions économiques, sociales, culturelles. Et pour terminer, je voudrais dire que si nous donnons à l'IA des masses de textes, des corpus abondants de textes, eh bien, en retour, l'IA contribuera à la sauvegarde de nos langues. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Belibi. So now, we have wrapped, yes, I'm not mistaken. We have rounded up the presentations. Now we can open the debate and take questions. I would really like Professor Belibi to answer. J'aimerais qu'il réponde à ma question. Est-ce qu'il n'est pas lui-même en train de fragmenter la communauté Ewondo? Parce que l'Ewondo, c'est l'une des langues majeures du Cameroun. C'est la langue numéro 1. Est-ce qu'en prenant la GLC, vous n'êtes pas vous-même en train de fragmenter? Très bien, merci beaucoup de cette question, professeur. Ce que je veux dire, c'est que l'Ewondo dont parle le professeur, eh bien, c'est l'Ewondo que nous appelons missionnaire. Et l'Ewondo missionnaire est un Ewondo extrêmement pauvre qui ne rend pas compte de la nature même de la langue. Nos langues sont des langues à ton. Elles sont essentiellement des langues à ton. L'Ewondo missionnaire qu'évoque le professeur n'a pas noté les tons, en sorte que même les prêtres, lorsqu'ils président l'office dominical, eh bien, ils doivent préparer leur texte pour pouvoir lire leur homélie. Donc, c'est un instrument, professeur, extrêmement pauvre. Et on s'est rendu compte qu'on ne peut pas enseigner à une population importante une langue aussi pauvre. Quand dans nos langues, on ne note pas le ton, eh bien, on tombe dans on court le risque des paires minimales, professeur. Les paires minimales, c'est que en Ewondo ou dans n'importe quelle langue à ton, les mots s'écrivent de la même façon, mais c'est le ton qui les discrimine. Et le ton est donc, oui, professeur, oui. Nous disons donc que lorsqu'on décrit nos langues, ce qui fait l'essence de ces langues, ce sont les tons. On ne peut pas imaginer un système qui ne note pas les tons. Et c'est pour cela, qui ne note pas les tons, qui ne note pas les nasales, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est un système extrêmement pauvre. Et nous pensons que l'outil pédagogique doit adopter l'AGLC qui note les tons et qui note les nasales, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pour cela que nous poursuivons le travail que la colonisation, les missions avaient commencé, mais nous le poursuivons en AGLC parce que l'AGLC permet l'appropriation de cette langue au grand nombre. Voilà ma question. Merci le professeur Belibi. Je vais passer la parole au professeur Nicolo. Ce sera juste pour poser une question. Est-ce que je dois considérer que la communication du professeur Belibi est la position officielle de l'école normale supérieure sur la problématique des langues? C'est juste une question. Oui, Pascal, je dis Pascal parce que c'est mon condisciple. Nous avons été camarades au collège de la retraite. Donc je dis Pascal, l'école normale supérieure est un établissement public. Et l'université de Yaoundé a créé, avec le concours des Nations Unies, donc du système des Nations Unies, de l'UNESCO, l'université de Yaoundé a mis en place l'AGLC, l'alphabet général des langues camerounaises. Il va donc de soi que l'école normale, comme toute l'université du Cameroun, promeuvent
il est donc normal que l'université publique promeuve l'alphabet général des langues camerounaises. Mais en réalité, nous sommes des pédagogues et nous apportons de l'aide à l'apprentissage. Moi-même, je publie beaucoup de documents et j'avoue que comme la communauté s'était déjà approprié le système d'écriture de l'alphabet missionnaire, eh bien moi je publie des travaux qui ont donc une présentation juxtalinéaire ou juxtapaginaire, où sur une page, on a le texte en alphabet missionnaire et sur l'autre texte, sur l'autre page, on a le texte en AGLC. Je crois que les pédagogues que nous sommes doivent partir de ce que les gens d'un certain âge savent déjà pour aller vers le nouveau. D'accord. Mais la problématique ici, le problème de mon étude, le problème de cette étude est centré sur la rareté des productions écrites en langue nguembo dans le cyberespace et dans les bibliothèques. Nous nous sommes posé la question de savoir comment revitaliser l'écriture du nguembo de manière à la fois fidèle à la langue, accessible aux locuteurs et compatible avec les environnements numériques contemporains. L'objectif de ce travail étant d'identifier les défis orthographiques qui freinent la pratique écrite du nguembo, de proposer des solutions collaboratives favorisant l'appropriation communautaire et d'envisager les retombées pour l'éducation et l'intelligence des langues dans les outils de l'intelligence artificielle. Nous avons utilisé la planification linguistique et la normalisation orthographique, la sociolinguistique de l'écriture et appropriation communautaire, l'adoption des TIC pour montrer comment la communauté nguembo intègre les outils technologiques. Pour notre étude, nous avons parcouru les plateformes Internet de promotion de la langue nguembo et nous avons constaté que la majorité des productions faites en langue écrite avec l'écriture AGLC ne sont pas trop visibles, ne connaissent pas beaucoup de AGLC. Nous leur avons demandé pourquoi est-ce que leurs publications ne connaissent pas beaucoup de visibilité, et à ceux qui utilisent le système AZL, ils nous ont fait comprendre que s'ils écrivaient en AGLC, ils n'allaient pas connaître beaucoup de visibilité parce que les gens qui vont lire ne vont pas comprendre ce qu'ils ont écrit. Or, ils ont des difficultés, ils veulent avoir une visibilité pour connaître l'évolution économique. Nous avons donc pour résultat la complexité orthographique. La complexité orthographique ici réside dans le fait que les gens qui parcourent les publications faites en langue nguembo sur Internet ne maîtrisent pas l'AGLC et trouvent que l'AGLC en elle-même est très dure. Parce que avec l'outil technologique, par exemple, le clavier utilisé a des sons qui sont enchâssés dans d'autres sons. Moi, par exemple, je suis linguiste. Mais jusqu'aujourd'hui, par exemple, dans ma langue nguembo, je ne connais pas sur ma machine, je ne connais pas écrire le son UE, qui est le Y avec le tréma. On m'a montré ça plusieurs fois, mais jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas intégré ça. Ça m'est vraiment très difficile. Donc, pour saisir un texte, je suis obligée d'aller copier le Y là quelque part et venir coller. Donc, je ne connais pas où est-ce que ça se trouve sur mon clavier. Maintenant, pour intégrer l'IA, pour notre projet, nous avons initié le projet NAT. Le projet NAT, c'est pour un logiciel, je traduis NAT par nguembo Automatic Translation. C'est le logiciel de traduction automatique des textes en nguembo. Et pour le moment, nous sommes au niveau de la collecte des données parce que nous avons décidé de mettre dans le logiciel un grand nombre de données, une grande taille de données avant d'introduire dans le logiciel pour les traductions. Bon, je ne vais pas me mettre à expliquer le projet NAT parce que le temps fait vraiment contre moi. Merci pour votre aimable attention.
Okay, so I'm going to continue in English. Like Patrice said, I'm Christian E. Funga. I'm managing a technology company, and then we have been working on this project called Skateboy. Thank you to Professor Patrice, who have hired us to work on this. So, Skateboy is immersive tech to grow African languages. So, okay, we have like a type of content. We have like 4 context and problem that we are going to be present. And then our approach on what does it matter and future and closing. Okay, the problem. So we are facing the difficulty of African language that is entering. We don't speak it like most that we our parents used to do. Ineffective learning app, even though when we are learning app, after learning, we don't have like a context where we can practice our reading or our knowledge of the language. So do daily practice. So that was very important for us. That's couple of things we need to tackle. Okay, why the number? Because in this case we are using the number as the first test, and then we are going to integrate other languages, other African languages. So why the number? The number is spoken in West Cameroon, living language of the Bamileke people, has a cultural identity, very tradition, history, and value. It's a private language, like I say. It's the first step before adding other languages. So that's the idea. Okay, immersion. So, in fact, we want to learn by using the language on a daily basis instead of like going to an app to learn the language and then forgetting about it. We are looking at getting people to use the language every day by also putting technology into play. So they have access to normal content like newspaper, books. They have access to podcast, video, and also they can chat in their language. Yes, so like to put like in the context where they can really use the language on a day-to-day basis. So they can read, like I was saying, they can read books, culture and film, they can listen to podcasts and watch video, and also they can chat. It's accessible anywhere because we have access through the web. We also have like an Android app and an iOS app that we are going to be publishing. Okay, so it's the demo time, so I will go straight to the app. Okay, the demo app, so that this is like, I'm going to start with the web version. So like you can see we have like only 2 languages. Okay, we have like, for now it's Mendumba, but you can also switch to English in case you want. But that's the way it's going to work. So as long as we're going to add languages, we can see it from here, where you can add more languages if you want. And from there you have access to books. So we've written those terms in Mendumba. Like we have like Mendumba people in the audience. My pronunciation is not very good, so I won't try it. So we have like books, and then the second one is a podcast, and then you have like video on this side and streaming on this other side. And like I say, it's like something that we can use to measure our daily practice. So here you can see like our daily activity. Am I really using the app or not? The time I'm spending on the app, the number of books I went through. For example, in my case, it's 6 books. And I've listened to 4 podcasts, and I haven't watched like videos. So let's say you're going to the books. So those are the books that are already open. That's the latest book that are open, and that's the latest postcard that I listen to. So I can go, for example, to the book. So here you have like books that you can go through. So we intend of publishing more books. Most of those books have been published maybe by Adinka. But you can also request for more. We can add more books, because the idea is to get like most of the African books inside this platform. So here the user can easily go through one book, and the book will continue where it has stopped. So for example, this book is like one of the books from Adinkra, as you can see at the beginning here, where kids can learn the language. So and then he can practice it, and then because it has a picture with what it means, you can easily remember how to call a cat, for example. That's the idea. So that's all the books, and then the next one is like is the news. Okay, so example here you can have like newspaper written in Mendumba, so that, like I say, they can also go through and read it. Maybe they can have like the real news, and from there they can catch some words. And by practicing by day to day, they can learn a little bit more. We have like the podcast on this one. So on the podcast, I'm not sure that you have the sound on your side, but if I click on one of the podcasts, I will be able to listen to the video.
to the audio, what I wanted to say. I don't know if you are. Can you hear the song? C'est moi qui parle là. Okay, cool. So, and you can go to the next song if you want. And you can have like a series of songs. Let's say, for example, you can have like an album or like a series of songs where people can learn about something. So maybe there's nothing here. And then you also have like a video. You can also have like videos. And for me, you have like video about Medumba. So when you have like a video in other language, let's say for example the Fefe, you can also come here and watch for those videos. And like most of the traditional things, most of the like, I also forgot to mention one point. You are also able to share those things to real normal content. So if you click on share here, you will have like, okay, it's coming. So you can share it to like social media platforms so that we can promote the platform by sharing all those things. So here you can easily select if you want to share to WhatsApp, to Facebook or whatever. You can copy the link and send it to someone. You can easily do it here. Okay, so I think they are being impatient there in Cameroon, so we have to conclude. Okay, we have to conclude. So we go back to the presentation. Okay, so for the conclusion, okay, so they have the login process, and then very soon they will have like the Android version as well, and iOS version, because like the difficulty they are facing is like Google doesn't know about our language, so when you put it there, you have to justify a lot of things. But very soon they should be able to download it on Google and YouTube. So, so what they're going to be working on next, maybe is like integrating like the African virtual keyboards, and maybe the African alphabet, so that people can easily use it when they're going to the chat, because we didn't have time to go through the chat, because you have like a chat, like this one is a chat platform where they can easily chat in Mendumba, for example, and when you have other languages, you'll be able to do it. So that's mainly it. So we add more languages and maybe work on partnership and have access to teacher to. It's going to be like a teaching tools. So that's, we conclude the presentation. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Thank you. Même sujet, l'acceptation universelle et l'information numérique au Cameroun. La diversité numérique et culturelle comme levier d'inclusion. Donc, qu'est-ce que c'est que l'acceptance universelle? C'est un concept développé par Internet Society. Je rappelle que je suis membre de Internet Society, chapitre Cameroun, qui est l'organisme international en charge de la gouvernance de l'Internet, en collaboration avec d'autres organisations indépendantes responsables de la registration, dont l'attribution des noms de domaine. L'acceptance est universelle, donc bénéficie d'une journée consacrée qui est célébrée chaque année en mars. Alors, il s'agit de quoi l'acceptance? Repose sur un principe fondamental qui garantit un Internet inclusif où toutes les langues et écritures ont leur place. Donc ce concept vise à assurer que tous les noms de domaine et adresses e-mail valides fonctionnent de manière optimale sur toutes les applications, tous les appareils et tous les systèmes compatibles avec Internet, quelle que soit la langue, l'alphabet ou les scripts utilisés. Donc c'est l'Internet, l'acceptance universelle est essentielle pour garantir que tous les citoyens puissent accéder et utiliser pleinement les services numériques, quelles que soient les langues et leur écriture. Donc, alors, donc, quand on parle de... S'il faut voir un peu l'état des lieux des langues africaines dans les villages, par exemple, la première question, c'est celle de la dénomination. De quoi s'agit-il? De quoi parlons-nous? Alors, on dit que... mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur de ce monde. Chez moi, il s'agit des langues maternelles, des langues paternelles, ou surtout des langues des parlers du village, ou les parlers au village, ou des langues populaires. Parce que depuis, on parle de langues ewondo, etc. Alors, chez moi, on dit le chon là, n'est-ce pas? Chez les voisins, on parle du ngoma là.
Chez les autres, les Patrice, pour ceux Ghana, on parle du Mendumba, chez les voisins à côté aussi, on parle du Ngemba. Et ces expressions se traduisent par je dis que ou le parler du village. Donc il ne s'agit pas de j'écris, il s'agit de... Alors donc, on parle avec la bouche, avec l'aide du nez et autres, mais on écrit avec les mains ou des outils technologiques et l'écriture se fait sur la base des conventions édictées par des structures techniques et spécialisées. Nyembon, on parle comme nous avons hérité. Alors donc, pour le Nyembon, un enfant, chacun apprend, capte dans son environnement. Et il s'agit beaucoup plus de la langue du village. Moi, je suis bâtier de mère. Ma mère est bâtier, et donc je suis bâtia. Mon père n'est pas Nyembon, ma mère n'est pas Nyembon. Donc le Nyembon n'est pas ma langue maternelle, mais c'est la langue de mon village. Donc quand on dit langue maternelle, c'est mal nommer les choses. Quand on appelle les Ngomala et autres des langues au même titre que le français, qui sont codifiés avec une académie française, la francophonie, qui siège tous les jeudis pour capter les mots dans le monde, pour nourrir cette langue qui est un outil politique et de communication internationale. On se trompe carrément. Nos langues, ce sont les langues parlées, et on parle, on peut articuler comme on veut, mais quand on veut écrire, on utilise donc des codes, comme on dit Ngoma, dans nos langues, nos parents écrivaient par des plis. Quand on dit Ngoma, ça veut dire plier. Donc on fait des plis de feuilles pour envoyer les messages. On écrivait aussi avec la chanson, donc les chants, n'est-ce pas? C'est l'écriture sur voix. La sculpture, c'est l'écriture sur bois. Donc ce sont des codes d'écriture. Et donc on peut développer l'alphabet avec la Z ou autre, mais aucunement on ne doit contrebalancer, n'est-ce pas, l'appellation de... On écrit mieux le petit, on écrit bien le douala, etc. Les douala et les autres, ce sont les langues parlées que nous avons héritées, ce sont les langues, ce sont les parlées du village. Donc, à mon sens, on devrait requalifier ce nom, ce qui ferait que les savants, les tout grands savants en matière d'écriture devaient recourir à l'école du village pour apprendre à bien parler les langues. Parce que les grands professeurs de nos parlers sont effectivement les gens qui sont dans le village. Donc, je voulais, puisqu'on parle d'Internet, de l'Internet, je voulais parler des pratiques courantes de l'écriture et de la consignation de la mémoire des civilisations africaines dans la vie civile à travers les systèmes d'écriture simplifiés. Alors, pour la transcription en langue africaine, l'expérience en matière de l'onomastique est assez éloquente. Chacun qui naît, ici on voit professeur Belibi Fomepon, ici Dolisane, n'est-ce pas? On écrit Dolis, tout simplement. Alors, qui consigne ces noms? Ce sont les agents d'état civil qui écrivent comme ils entendent. Et c'est de cette manière que nous connaissons nos noms qui sont sur nos actes, sur nos pièces d'identité, que nous connaissons les noms de nos villages, qui sont consignés d'une certaine manière. Le Cameroun compte près de 17 000 noms de villages de 3e degré, 861 de 2e, 90 de 1er degré. Mais on écrit tous ce nom qui consigne la mémoire de nos peuples. Quand on dit Bacham, on peut bien dire, on voulait dire Patson, Patson bon. On écrit Patson tout simplement. Mais chacun comprend, l'être humain n'est pas... l'être humain réfléchit, il y a la notion de contexte, aime bien rappeler professeur professeur Ndé, professeur Nguéoum. Donc, quand l'homme commence à parler, il se souvient du contexte, il peut déjà attraper un certain nombre de mots. Donc, nous ne sommes pas des machines. La JLC a été conçue pour, dans la lignée des applications qu'on appelle Dragon Natural Speaking. C'est-à-dire qu'on veut consigner nos mots, on veut consigner le parler de manière qu'une machine puisse interpréter et dire à celui qui a l'intérêt du développement de ces outils, de lui pour les traductions et voire pour l'espionnage, n'est-ce pas? Et donc, on s'est engouffré dans cette affaire, on a eu des grands professeurs qui, aujourd'hui, se sont accrochés sur cette affaire. Alors, sur Internet, je vais prendre une illustration. Nommage, les récurrences graphiques et la mystique symbolique des Big One, qu'on appelle les GAFA sur l'Internet. Commence par appeler 3W, c'est-à-dire World Wide Web, qui s'agit de la recherche sur la toile d'araignée mondiale. On parle de l'araignée. Ça nous rappelle l'Ongambe, c'est-à-dire on peut chercher chez l'araignée. Donc on fait une transposition Internet, c'est la même chose, mais on a utilisé par codification le W pour désigner, n'est-ce pas, la recherche sur cette toile mondiale. C'est une convention.
Alors, quand on regarde un nom que nous utilisons tous les jours, Google, ça veut dire quoi? G2O, mais lorsqu'il dit qu'il a pensé, c'est-à-dire c'est par révélation, hein, ça devait être G avec un millier de O. Mais on appelle Google. Yahoo utilise la même chose, Microsoft utilise la même chose. On peut retrouver certains symboles dans ce terme-là, y compris Facebook, y compris QQ. Et tout récemment, on a vu Facebook changer de nom de son entreprise qu'il a nommé Meta. Et le symbole de Meta, c'est le 8 couché, tout comme on voit dans Google les 2 O, tout comme on voit dans OO, tout comme on voit dans Microsoft, etc. Il s'agit des symboles pour inscrire leur projet dans l'infini. Il s'agit de la mystique, n'est-ce pas? Donc, sur Internet... oui? Théo, il faut vraiment chuter. Il faut vraiment chuter. Donc, pour chuter, je crois que... Un petit mot sur le système d'écriture, l'AGLC, qui empêche, n'est-ce pas, la transcription et le respect de l'acceptance universelle. Parce que l'AGLC est un peu défini comme un système d'écriture. C'est comme ça qu'on perçoit ça dans les villages et les chefferies notamment. C'est conçu comme un système d'écriture sacrée des églises et des intellectuels évangélisés et qui sont devenus des évangélistes. Vous vous souvenez que pour un cours de l'AGLC, on commence par la prière à Jésus, n'est-ce pas? Et on a l'impression que l'enseignement se transmet, il y a une sorte de message subliminal qui dit que ça dit que tout ce que tu as appris à l'école ne te servira à rien. Et tu ne t'en serviras pas pour traduire la langue de tes ancêtres, qui étaient d'ailleurs analphabètes. Utiliser autre alphabet que la GLC est un péché. Au commencement était donc la parole et Dieu a prescrit la GLC comme l'écriture. C'est le saint. Et la quiconque viole cette prescription ira dans le feu de l'enfer de la littérature. Et la CIL est là pour assurer l'évangélisation en AGLC et Anacla et autres qui sont là pour accompagner, qui sont devenus des restaurants. C'est fait cher. Donc maintenant je voulais dire juste un mot rapidement. Je veux dire un mot rapidement sur... Je dis un mot rapidement sur le projet Kingdom Africa. Juste un mot rapidement. Donc, Kingdom Africa, c'est le projet que les chefs ont conçu pour apporter une réponse à tout ce que j'ai relevé plus tôt. Et donc, qui va encourager les chefs, en commençant eux-mêmes par s'imposer, de parler dans leur langue, par envoyer les correspondants dans leur communauté dans les langues, par mettre les moyens pour la création des sites internet dans nos langues, par fournir les données pour alimenter l'IA. Bref, c'est... bon, nous avons fait compris. Voilà. La parole est ouverte parce que là maintenant nous tendons vers la fin du symposium. Oui, donc nous allons souhaiter des choses précises, des propositions concrètes. Ok? Jetu, viens par ici. Merci beaucoup. Je vais parler en français pour ce qu'on peut faire rapide. Je suis François Deptui, je suis doctorant en intelligence artificielle. J'aimerais juste apporter une proposition parce que j'ai entendu qu'il fallait beaucoup de données, c'est vrai, pour alimenter nos langues sur les réseaux sociaux actuellement. Mais comme on n'a pas le temps d'attendre beaucoup de données, parce qu'aujourd'hui avec le NLP, il y a des nouvelles techniques, pour entraîner sur des langues où on n'a pas beaucoup d'informations. C'est-à-dire que si on a déjà au moins un dictionnaire, on a un dictionnaire des données, il faut maintenant qu'on puisse écrire les règles, c'est-à-dire les rôles, les règles de la langue. C'est-à-dire que, comme en français, on sait qu'une phrase, c'est proposition, verbe, proposition, ainsi de suite. Vous écrivez les règles de votre langue, avec les règles et le dictionnaire, vous pouvez déjà avoir quelque chose qui marche. Donc, je voulais juste apporter ça, parce que si on attend qu'on ait beaucoup de données, on va attendre très longtemps. Et on ne va pas rattraper les autres. Merci. Maintenant, pour l'AGL, parce que l'AGLC, voilà, parce qu'il y a un débat que j'entends depuis. Si on utilise l'AGLC pour faire par exemple la traduction, comme il y a des tonalités, vous avez les boum, 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 là.
le NLP, lui, ne connaît pas ça. C'est-à-dire, quand il va faire ce qu'on appelle la tokenisation, tous les boum, 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 là, va devenir B, simplement. Donc, c'est un seul token. Et ça va changer tout le sens. Non, je pense que j'aimerais rapidement intervenir pour rappeler la communication de mon collègue. Oui. L'ordinateur est plus intelligent que ça, au contraire. D'accord, ok. Ça n'apporte aucun problème. L'ordinateur reconnaît ces différences. Oui, je suis peut-être pour dire ça. C'est pour dire que si nous, on veut intégrer ça, parce qu'on prend des corpus de tokens qui existent et on ajoute d'autres. C'est pour ça que, effectivement, les langues intègrent ça, parce qu'ils prennent des corpus qui existent et ils ajoutent d'autres tokens avec leurs mots qu'ils ont ajoutés. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais un peu dire. On peut aller plus vite. Il faut conclure et ouvrir. La méthode n'a pas changé. Je voudrais me féliciter en conclusion de cette rencontre entre l'université Stony et le CEDOTOLA. Il me semble que c'est vraiment une grande première qu'on accorde tant de temps, n'est-ce pas, à l'étude de nos langues. C'est une rencontre de grande richesse que nous allons qu'il faudra encore, comment dire, explorer, même après cette rencontre, à partir des actes. J'espère que les actes vont sortir. Je m'aventure, c'est mon ressenti, je m'aventure à dire que toute cette riche, tous ces riches échanges a abouti comme à un socle dur qui reformule la question un peu différemment de celle qui nous a réunis ici, à savoir les langues africaines à l'épreuve de la modernité. J'ai le sentiment qu'on est arrivé à une espèce d'interrogation d'échec et mat entre deux systèmes au bout du parcours. Le système l'alphabet universel et le système AZ, pour lequel nous ne sommes pas départagés. Mais je sens des soupçons. Vous auriez pensé comme si le système AZ pousse vers ce qui a été appelé ici la sissiparité, et que le système, l'Assemblée, l'alphabet universel, lui, serait le système, comment dire, rassembleur. Il faut bien creuser ça. Il faut bien creuser ces qualificatifs. Parce que le système AZ est basé sur une langue connue de tous. Donc s'il y a quelque chose de véhiculaire, de facile et de rassembleur, ce sera ce système-là. Au lieu que je reformule l'argument pour les prochaines leçons. Au lieu que le système AZ, lui, il ressemblerait, si l'autre, lui, il ressemblerait à la balkanisation purement et simplement. Puisqu'il nous rend totalement inaccessible, n'est-ce pas, avec les langues autres. Si nous soupçonnons le système universel de balkanisation et l'autre de sissiparité. D'accord, c'est intéressant. Monsieur Bonsilas, docteur Bonsilas, venu par ici. Non, il peut rester debout. Bonsoir à tous. Alors, je voudrais prendre la parole dans le cadre des recommandations. Alors, parce que ici au CEDOTOLA, je suis scientifique. Je suis l'une des chevilles ouvrières de la mise en œuvre du programme Atlas de Sud-Afrique. Je suis géographe, cartographe. Alors, je dirais qu'en termes de recommandations, que l'on demande à ceux qui interviennent dans le cadre des langues africaines, dans tous les sens, d'essayer de rester un peu normatif. Parce que quand nous avons des informations, quand on parle de langue, on voudrait vraiment savoir de quoi on parle. Parce que tout à l'heure, j'ai entendu parler de langue balingue, j'ai entendu parler de langue de donc je voudrais vraiment que l'on soit vraiment précis. Parce que moi, je sais par exemple que le balingue, c'est un dialecte du Ngomala, par exemple. Donc, quand on dit langue comme ça, là, et que l'on parle par exemple du Ibokolo comme langue, à un moment donné, ça pose problème. Donc il faudrait que l'on dise, peut-être quand on parle du Ibokolo, on dit que c'est
peut-être un sous-dialecte du sort, par exemple, je ne sais pas très bien. Mais qu'à ce niveau-là, qu'on soit vraiment précis et l'on ne va vraiment pas se mêler les villages. Donc c'est vraiment ce point sur lequel je voudrais qu'on insiste, sur la terminologie, sur l'onomastique, un peu comme parlait M. Petit. Merci. Encore une contribution? Madame. Merci de me donner la parole. Déjà, je suis Boulou, originaire du sud de la villa. En même temps, je suis française. En même temps, je suis libanaise. Vous voyez, tout ça, ça englobe beaucoup de choses. Mes enfants sont américains, d'autres sont françaises. Vous voyez, tout ça, c'est un peu difficile de faire comprendre aux enfants la valorisation de la langue maternelle. Parce que là, je parle couramment et avec accent les langues du Sud. Je parle les Bokolo avec accent, je parle les Wondo avec accent, je parle même d'ailleurs Eto. Donc, je parle beaucoup de langues. La dernière fois, il y a de cela 1 mois et demi, j'ai assisté à une conférence qui d'ailleurs s'est tenue dans ma localité, où il y avait tous les chefs traditionnels concernant justement les questions de langue et de vulgarisation de la matière sur l'éducation des enfants, des jeunes, des hommes, des chefs. Il y avait plus de 80 chefs traditionnels. J'ai assisté à ça. J'ai même d'ailleurs trouvé, il y avait des brochures, plus de 24, qui étaient justement à la portée de tout le monde pour comprendre à chacun quelle est la logique de sa langue, juste des dialectes et autres. Donc moi je pense que l'initiative est très louable pour que nous puissions mettre en place et en œuvre l'éducation des enfants, de la jeunesse en particulier, parce que nous sommes déjà des grandes personnes. Il est difficile de prendre une grande personne de 40 ans, de 50 ans, de commencer à apprendre la langue. C'est vrai, c'est vulgarisé dans les réseaux sociaux, on peut peut-être taper et puis on essaie un peu de comprendre un certain nombre de choses, mais à la base, il faut prendre l'éducation au premier chef. Donc c'est un peu louable l'initiative, c'est ma première fois de venir assister. Déjà j'ai une association qui a pratiquement 2000 femmes et hommes dans ma localité, alors je souhaiterais justement avoir un meilleur partenariat pour pouvoir mettre en exergue la gestion de la langue et autres. Parce que chez nous, nous avons plein de langues et il y a beaucoup de livres, même au niveau de l'église, ça se comprend facilement. Donc, j'ai la peau blanche, mais je parle couramment ma langue, Mbolani. La ferme conviction que les deux méthodes sont complémentaires, le système AZ et l'AGLC, la méthode phonétique. La question est de savoir quand utiliser telle méthode et quand utiliser telle autre. Et nous avons l'expérience des autres langues du monde, que la méthode phonétique est utilisée pour la science. Donc l'idée, c'est que nous utilisions le système AZ pour l'écriture quotidienne des langues, mais que l'étude scientifique se fasse en méthode phonétique. C'est comme ça que ça se passe en français, en anglais et dans d'autres langues du monde. L'orthographe ordinaire pour écrire, pour faire les textes de tous les jours, et la phonétique pour l'étude scientifique. Donc, je crois que moi, je pense plutôt pour cette solution, c'est-à-dire qu'on intègre ça comme étant, il faut un choix. Bien, la science, n'est-ce pas, s'occupe de la phonétique, ce qui est naturel. Et vous savez très bien qu'en public, j'ai toujours demandé l'interdiction de l'AGLC dans l'enseignement, dans la communication, et bien sûr dans l'écriture. Une dernière chose que moi j'aimerais peut-être dire, c'est que
étant donné que vous vous êtes rendu compte, sans le vouloir, je suis plus ou moins au centre de cette rencontre. Et ça dit que plus ou moins comme le DJ, j'ai invité, je n'ai pas nécessairement exclu des gens, en fait je n'en ai pas exclu. Je me suis rendu compte de ceci, et moi je vous le dis en tant que frère, en tant que vraiment enfant de ce pays. Je me suis rendu compte que toutes les fois que j'invitais des gens qui sont des fonctionnaires enseignants de enseignants à GLC, je veux dire qu'ils enseignent à des enfants, ils se mettaient à fuir. Alors je me demande toujours pourquoi. Pourquoi est-ce qu'ils fuient? Vous avez une violence extraordinaire dans ce sens où c'est comme s'ils avaient des intérêts beaucoup plus à défendre un salaire, exemple comme ça. On appelle ça de le gombo. Comme si vous avez un gombo à défendre, et donc aller devenir un problème. Et moi, je suis dans la science. Je veux dire, je suis chef d'un département, je ne peux pas exclure. Mais je suis pragmatique. Je dis qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut ne pas faire. Et dans ce sens de pragmatique, vous êtes rendu compte que j'ai finalement invité des mamans, j'ai invité, n'est-ce pas, des éditeurs, des écrivains, mais en vous écoutant tous, je me suis rendu compte au moins d'une chose, c'est que je dirais que notre père, mon père, c'est-à-dire le professeur Tadadjeu et ceux qui ont choisi d'agir à l'époque, j'ai l'intuition qu'ils n'avaient mis dans la salle que des linguistes. Et je crois que la différence avec ce que nous faisons, c'est que nous avons invité tout le monde, nous n'avons exclu personne. Et je me dis que pour continuer, si on n'exclut personne, on va aider notre pays et nos langues encore plus. Parce que la langue est parlée en même temps par les mamans, elle est parlée au marché, en même temps à l'université. Donc il n'y a vraiment pas de limite là. Ce que je peux dire, la dernière chose, c'est que mon université s'engage, n'est-ce pas, à créer un groupe de travail sur langue africaine, c'est-à-dire en fait nos langues, n'est-ce pas, et AI. Et donc au niveau du doyen et du provost, c'est déjà acquis. Et donc il s'agit maintenant de savoir comment structurer ça. Et je crois que chacun a vu comment cette conférence a été extraordinaire, épuisante, mais personne d'entre vous n'est parti. C'est absolument faramineux. Et je crois que mes propres collègues ont vu la volonté qui est investie là-dedans. Ces deux-là, je ne peux que vous remercier de tout mon cœur, parce que c'est d'une générosité extraordinaire. Et de le faire vraiment avec aucune conférence comme ça ne se prépare en moins d'un an. Et nous avons fait la nôtre, on a préparé la nôtre en 3 ou 4 mois. Et vous voyez, les gens sont intervenus du Vanuatu à l'extrême nord du Cameroun et de New York à n'importe où, vous voyez. D'habitude, c'est 1 an au moins pour ça. Et moi, je remercie le professeur Bilan Nicole. Absolument faramineux. C'est ici que je vais l'en arrêter. À la suite de ces mots, nous allons passer la parole au professeur Charles Binan Mikoyi pour son mot de clôture. Chers professeurs, chers amis, chers collègues, je ne prononcerai point un discours. J'en ai la tentation, mais je ne le ferai pas parce que l'heure est fort avancée. Ce que je voudrais saluer à ce niveau rendu, c'est tout simplement à la suite du professeur Patrice Ngana, l'engagement que j'ai observé, la détermination, la volonté d'y aller et d'y aller sans partage jusqu'au bout, que tous les participants ici, comme sur les rives du Pacifique, les îles du Pacifique, et à l'autre bout de la rive atlantique, mais aussi en partant des rives du Funi où nous sommes, ont manifesté tout au long de ces 8 heures de travail. 8 heures sans arrêt. 8 heures sans interruption pour une pause café. Je crois que les plus exigeants auraient pu partir. Mais on voit bien que tout se module et que tout peut se réaliser quand des hommes et des femmes sont mus par une foi et une passion d'agir
d'agir vers la transformation de ce qui est important, d'agir vers la reconstruction d'eux-mêmes, de leur personnalité, de leur identité, vers la conquête de leur souveraineté. En l'occurrence, toute la journée, nous étions branchés sur la reconquête de notre souveraineté linguistique. Reconquérir notre souveraineté linguistique, décoloniser des poncifs et des méthodes dont certaines peuvent être accusées de manquer de clarté, se libérer d'une confiscation dont nous ne sommes pas comptables, nous, ici dans cette salle, qui sommes, me semble-t-il, et dans cette salle comme dans les autres, où l'on a participé à cette conférence, nous qui croyons que l'Afrique n'est pas un sujet, doit cesser d'être un sujet d'étude, un objet d'étude, mais le point de départ des études par les Africains eux-mêmes, parlant de l'Afrique, des patrimoines africains et de l'identité africaine. Alors que s'achèvent nos travaux, je crois que le plus important, Patrice, ce sera pour de notre part de vous demander de revenir à vos 10 questions de départ lorsque sera fait le rapport et de nous apporter au bout du compte, cette fois de la comptabilité, je parle, n'est-ce pas, de nous rapporter les réponses qui se sont imposées au bout des discussions, au-delà des discussions, et de nous dessiner des perspectives sur lesquelles le groupe de travail qui se met en place, transatlantique, va pouvoir désormais travailler. Je pense que nous avons dit l'essentiel ce matin en annonçant que cette réunion s'inscrit dans l'ADN du Cerdotola. Nous sommes une organisation interétatique, donc gouvernementale. Notre voix est la voix des États. Nous ne pouvons évidemment pas nous substituer aux politiques internes des États, mais nous sommes appelés par vocation et par mandat à être le conseiller majeur des États pour autant que soient considérées et convoquées les questions touchant au patrimoine de l'Afrique, aux langues et cultures, donc aux civilisations de l'Afrique et à ce qui peut leur donner de la valeur et de la raison d'être pour soutenir la marche des États vers le rétablissement de leur pleine souveraineté, le rétablissement de la liberté, de la libération totale du monde africain, au-delà du continent, partout où des hommes d'Afrique, par leur volonté ou par la nécessité de l'histoire, se sont implantés, et des hommes qui pensent. Pour revenir au thème de cette journée, nous avons bien mesuré, et je voudrais que chacun de nous reparte d'ici en sachant qu'il est peut-être venu avec quelque chose, mais qu'il a gagné quelque chose de plus que ce qu'il a apporté. Et que ce qu'il a apporté, avec ce qu'il emporte, nous permet d'avancer vers des pistes nouvelles, de consolidation à la fois de notre expertise, chacun en ce qui le concerne, mais surtout de consolidation d'une vision de l'Afrique s'agissant de ses patrimoines linguistiques. Nous devons sortir d'ici en sachant qu'on doit pouvoir non pas opposer la transcription à l'écriture, mais faire composer ensemble la transcription de notre oralité avec l'écriture de nos langues. Il faut qu'on sorte du schéma où la seule transcription suffit à écrire nos langues. Et je crois que c'est une formidable avancée de notre part qui nous permet de relativiser
les usages des outils qui peuvent être sur notre chemin pour nous aider à instrumenter la valeur linguistique africaine d'oralité pour qu'elle soit instrumentalisée dans la valorisation, n'est-ce pas, du vécu des peuples et de la construction de leur quotidienneté, mais aussi de ce que nous appelons leur souveraineté. Donc, transcription de l'oralité, écriture de notre humanité à travers les langues de l'Afrique. Je crois que c'est une des perspectives qui peuvent se dessiner dans la recherche. Il s'agit, en sortant d'ici, de reconsidérer les chemins de l'éducation dans nos langues, les chemins de l'éducation dans nos langues. Et oui, la pédagogie doit se remettre en cause, doit s'interroger elle-même et interroger les résultats et les impacts au bout d'un certain nombre d'années. Qu'avons-nous fait de l'instrumentalisation, n'est-ce pas, des méthodes ou des outils mis en place pour assurer la pédagogie dans nos langues et le développement et la promotion de nos langues par les systèmes éducatifs concurrents. L'urgence apparaît ici aussi au sortir de cette journée de s'assurer la complémentarité des différents apports. On a parlé de l'AZ, de l'AZ, de l'ABC, on a parlé de l'AGLC. J'ai l'avantage d'avoir été aux côtés de mon collègue et ami Maurice Tadadje, au moment où nous travaillions justement à consigner quelque chose. Et si vous avez l'alphabet général des langues camerounaises, je suis l'un des co-auteurs, je suis l'un des co-signataires de ce document. Nous étions bien jeunes à l'époque, et je dois vous dire que nous n'étions pas, peut-être c'est mon cas, nous n'étions pas du tout des missionnaires. C'est en toute connaissance de cause et dans la seule volonté de servir que nous avions cru que cette passerelle-là que nous construisions à partir de l'API, n'est-ce pas, appliquée à nos langues, à nous, pour le Cameroun, serait la passerelle de facilitation et de vulgarisation la plus adaptée. Malheureusement, le temps du bilan est là, 40 ans après, plus de 45 ans maintenant que ce travail a été fait. Ceci reste-t-il pertinent? L'AGLC n'avait pas encore eu le temps d'être interrogée. Il est temps de la convoquer pour qu'elle dise à la fois ce qu'elle a apporté et les limites de ce qu'elle pourrait avoir apporté ou ce qu'elle n'a pas apporté. Et je crois que ce que nous avons retenu ici, c'est le cri du cœur. C'est le cri du cœur des usagers des langues africaines au Cameroun. C'est une sorte de demande sociale de réappropriation par les locuteurs de nos langues de leur langue à travers l'écriture de ces langues, pour qu'elles puissent effectivement être au rendez-vous de la réponse voulue par les peuples, par les communautés, n'est-ce pas, dans les débats et les challenges du 21e siècle qui interpellent et qui nous placent dans des positions d'urgence pour que nous puissions mettre fin à la nécrolinguistique. Et il ne s'agit pas de construire des morgues pour nos langues, mais de redonner les outils et les élans nouveaux, n'est-ce pas, pour revitaliser et donner à consommer nos langues par les générations finissantes qui sont les nôtres, les générations intermédiaires qui montent, mais surtout les générations futures qui doivent être construites sur des bases neuves. La dernière chose que je retiendrai et que je voudrais souligner, tout à l'attention du professeur Ngana et de l'université
Stony Brook, c'est que nous puissions continuer dans la voie de l'interrogation qui s'est ouverte à travers cette première collaboration. Nous avons au Cerdotola, et je remercie le docteur Bonsilas, n'est-ce pas, d'avoir rappelé cela, nous sommes confrontés à une question qui doit être une question refondatrice. C'est de savoir, quand nous parlons de nos langues, qu'est-ce que la langue quand nous parlons des langues africaines? Il faut avoir le courage que les scientifiques africains interpellent cette question-là, se la réapproprient sans complexe et qu'ils puissent dire aux Africains, aux communautés africaines, aucune langue n'est petite, aucune langue n'est au-dessous d'une autre langue, toutes les langues se valent, mais qu'est-ce qu'une langue? Mais qu'est-ce qu'une langue et qu'est-ce que la langue africaine? Parce que nous ne pouvons pas nous permettre de faire prospérer la babélisation de l'Afrique à travers les langues. Tu parlais de Sissi? Voilà. Je parle de babélisation. Parce qu'on peut très bien se construire une langue dans chaque village de l'Afrique, à partir d'une variante de ce qui serait simplement une seule langue. Je me suis amusé quelquefois à regarder l'implantation des 80 à 90 langues, entre guillemets, Bamileke, du Grassfield. Et je mets les mains sur la tête. Non, il ne s'agit pas, on n'a pas 90 langues Bamileke. Vous le savez bien. Nous ne pouvons pas construire une civilisation en nous autodétruisant. Mais dans chaque communauté, dans chaque village, on a des expressions, n'est-ce pas, qui concourent à construire une grande langue. Le moment me semble venu de faire mentir la colonisation linguistique, la babélisation linguistique, et de construire la nation camerounaise par cercles concentriques, non pas par petits cercles qui s'autodétruisent et qui se combattent pour s'anéantir les uns par les autres. Je crois que c'est un message fort qu'il me semblait utile de remettre au sortir de nos travaux sur la table, en vous disant que ce rendez-vous n'était qu'un premier rendez-vous. Merci. Et il y en aura d'autres. Le Cerdotola se fait l'agréable devoir de rester à l'écoute des vents et des propositions les plus diverses qui pourraient surgir ou émerger de cette rencontre. Et nous nous tiendrons évidemment à l'écoute de chacun et nous prendrons en compte et en considération les propositions qui vont remonter au sortir d'ici. Mais déjà, nous remercions l'Université Stony Brook à travers le département des études africaines. Nous remercions l'Association des poètes et écrivains du Cameroun pour avoir accepté de s'associer à cette démarche dont l'initiative est venue d'outre-Atlantique. Et ici, je voudrais renouveler, comme je l'ai dit ce matin, toute mon appréciation et toute ma satisfaction affectueuse, n'est-ce pas, vis-à-vis du professeur Patrice Nganan, en qui j'ai une fois de plus rencontré l'intellectuel pur et dur, n'est-ce pas, ouvert à la critique, mais jamais prêt à baisser la garde, pourvu que les choses, les idées, les initiatives qu'il porte avancent vers la solution souhaitée. Je voudrais donc à tous vous souhaiter une très bonne fin de journée
vous remercier de votre patience, de votre engagement, de votre participation si riche, si dense, et vous souhaiter à tous un bon retour, chacun chez soi, et bonne continuation à tous dans le travail ici, commencé ce 18 septembre 2025. Je vous remercie de votre attention.